spectacle, de la musique, etc. Des images aussi. Bref, il y aura des spectacles. Alors, de bonne qualité, j'en sais rien. Ne partez pas avant la fin, enfin vous pouvez évidemment. Voilà. Il y a une bonne raison de ne pas partir avant la fin, de nous supporter jusqu'au bout, supporter tous les sens du terme, c'est qu'effectivement il y aura un apéro. On a hésité à le commencer au milieu pour justement vous hésiter à rester. On va le garder quand même pour la fin, sinon. Voilà. Ceci dit, bon, voilà, j'ai emballé. Vous dites, je vais. C'est quoi c'est 3 coups. C'est clac. Allez, c'est parti. Je peux parler? Du bloc de silex jaillit l'éclat sous le coup sec porté par l'homme préhistorique. Son bord tranchant, prédéterminé à partir de la masse minérale, fut le premier outil. L'artisan préhistorique a su extraire de la matière inerte l'éclat à bord coupant et en fit un outil. Il fut le premier inventeur, le premier observateur, le premier savant. Il sut travailler avec l'outil, la matière animale et végétale. Il sut partager le fruit de son expérience, celle de ses succès et de ses échecs, et transmettre aux autres membres de la tribu et à leur descendance. Ainsi se développa le savoir. Ainsi naquit l'enseignement, ainsi commença l'apprentissage, ainsi débuta la science. Comment faire passer l'information au XXIe siècle? J'ai un sac. Ça tombe bien. Il se trouve que j'ai trouvé un ou deux morceaux de pierre qui traînaient par terre, genre ça, un poignard. Comment faire passer l'information que le silex se coupe? Je sais pas, j'ai besoin de quelques personnes. Vous voulez bien passer votre main de ce moment? Je vous assure, ça va être très rapide. Posez votre main, là, comme ça vous ne bougez pas. Vous allez voir, c'est très clair comme explication. Ça s'appelle de la médiation scientifique, mesdames et messieurs. Comment faire passer l'idée que le silex se coupe? Donc c'est par exemple votre prénom, s'il vous plaît. Monique. Monique, qui a de jolis doigts. Je vais prendre voilà celui avec le truc qui brille au milieu. Là. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Monique, vous ne bougez pas. Vous écartez bien les doigts. J'essaie de couper un seul doigt. Donc sur le doigt de Monique, il y a différentes choses, mesdames et messieurs. Tout d'abord, il y a la partie molle qui est dessus. Et avec le silex, ça coupe tout seul, c'est pratique, c'est la viande, ça va bien. Mais sous sa peau, qu'est-ce qu'il y a? De l'os. Et si je fais le système de la scie sur son os, ça va lui faire très mal, elle va crier. Et ça va nous faire mal aux oreilles. Donc pour que ça soit rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre appui comme ça. Et je vais sectionner le doigt d'un seul coup. Vous irez à l'hôpital pour le recoudre juste après. Vous inquiétez pas. Vous écrivez avec quelle main? Ah ben c'est parfait. Ça, alors vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vraiment, il n'y a pas de souci. Une oreille, vous préfériez peut-être?
Bon, monsieur n'est peut-être pas d'accord, je vais peut-être pas trop. Ça vous est égal? Alors, bougez pas. Alors, étant donné que mes collègues me pressent et qu'ils vont être rapides, je vais aller à l'essentiel. Ça coupe très bien aussi les cheveux. Allez, c'est quelque chose d'assez rapide. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Je vous remercie. Voilà, la médiation scientifique, ça commence comme ça, montrer qu'à Silex Coup. Vous pouvez vous rasseoir, excusez-moi. Voilà. Sans blague, juste pour vous dire quand même que cet petit épisode que nous faisons avec les enfants, à temps plein, je dirais, en a traumatisé certains. Ils ont maintenant assez peur qu'elles me voient arriver. Voilà. Je vous remercie. Donc effectivement, rien ne vient de rien. Tout vient et retourne à l'eau. Notre Terre est une terre flottante comme un disque de bois sur l'eau, et l'univers est rempli de matière primordiale, une masse liquide. En fait, je crois que nous vivons dans une bulle d'air à la surface de la Terre. Le tout coincé entre un océan supérieur et un océan inférieur. Je suis moi-même l'héritier des Égyptiens et des Babyloniens. Ça doit... Rien ne vient de rien, tout vient et retourne à l'eau. Un jour qu'il observait les astres et qu'il avait bien entendu les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Rien ne vient de rien, tout vient et retourne à l'eau. Une servante fine et spirituelle le railla en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. Qui est-ce? Alors un dernier indice. Ouais, on ne vous avait pas dit, mais vous allez deviner un certain nombre de personnes. On ne l'avait pas dit. Donc la question vous est posée en fait. Donc qui suis-je? Il est cité encore de nos jours pour ses travaux en géométrie, donc un théorème. C'est l'autre. Il y a un deuxième indice. Ça commence par quoi? Mourra au stade affaibli par la faim. Et peut-être par la faible qualité du spectacle. Prenez garde à vous, Girondin. Rien ne vient de rien, tout vient et retourne à l'eau. C'est ce qui donne le nom. Voilà, je vous
La fière franchise qu'elle avait en outre du fait de son éducation faisait qu'elle affrontait en face à face, avec sang-froid, même les gouvernants. Et elle n'avait pas la moindre honte à se trouver au milieu des hommes, car du fait de sa maîtrise supérieure, c'était plutôt eux qui étaient saisis de honte et de crainte face à elle. J'ai découvert notamment la trajectoire elliptique de la Terre par rapport au Soleil, soit la révolution copernicienne 2000 ans avant Copernic. Aucun de mes écrits n'est parvenu jusqu'à vous, en particulier à cause de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Elle fut lapidée sur ordre du patriarche chrétien Cyril, hérité par sa notoriété et sa grande influence païenne. Mais qui est-elle? Qui suis-je? Hypatie, bravo! Sandrine? Je m'entends deux verres d'apéro. Encore? Ah oui, encore. Vous, monsieur, n'avez-vous pas dit développement durable? Monsieur. Déjà piège. Je ne comprends pas votre formule, mais j'ai dit ceci. Ils ne feront pas d'enfants au-delà de ce que permettent leurs ressources pour se préserver de la pénurie et de la guerre. La cité véritable est une cité en bonne santé, réduite au strict nécessaire. Mais considérons une cité atteinte de fièvre, populeuse et fastueuse. Il nous faudra alors nous tailler une part du pays de nos voisins, si nous voulons avoir un territoire suffisant pour y faire paître nos troupeaux et pour y étendre nos labours. Quant à eux, ils devront à leur tour tailler dans notre propre pays, s'ils se laissent aller eux aussi à un enrichissement sans limite, en transgressant les bornes du nécessaire. Nous avons ainsi découvert l'origine de la guerre. Le désir de transgresser les bornes du nécessaire est la source des maux, des cités. Mots privés aussi bien que mots publics. Mais qui est-il? Ce monsieur est... Ça commence par Bravo! de pastis. Oui, évidemment, évidemment. Piège. Sans costume, c'est... Parfaitement, hein. Et vous, monsieur, ne vous êtes-vous pas exprimé sur les variations de nos climats? En effet, j'ai constaté que les mêmes régions de la Terre ne sont pas toujours humides ou sèches. La cause qu'il faut plutôt assigner à tous ces faits, c'est que de même que l'hiver prend place dans les saisons de l'année, ainsi que quelques grandes périodes du temps, il survient un grand hiver et une excessive abondance de pluie. C'est un extrait de son œuvre. C'était un accent grec. Hein. Pardon? Qui est-ce? Shkoun? Non, c'est pas du grec. C'était un extrait de son œuvre intitulée Les météorologiques. Qui est-il? Ça commence par un A. Pensez à Jackie. Pensez à Jackie. Oui. Ben, Jackie Kennedy, alors. Aristote.
Eureka! Eureka! Visiblement, vous avez trouvé quelque chose. Bien sûr que C'est quand même si! pas une raison pour bousculer les gens comme ça. Insignifiant! Bien sûr que si! Eureka, figurez-vous que j'étais au bain public. Et j'ai observé, et enfin j'ai compris. Tenez-vous bien, tout corps plongé dans un liquide, au repos, entièrement mouillé par celui-ci, ou traversant sa surface libre, c'est un peu compliqué, vous comprenez rien, subit une force verticale, dirigée de bas vers le haut, et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Devinez comment nous appellerons désormais cette force. La poussée de qui? Et l'autre. Merci. Je reviens dans mon école. Au début de notre ère, un géographe romain décrit le monde tel qu'il le conçoit dans deux situs urbis. Comme je l'ai décrit sur cette carte tout à fait claire, Clarum, comme on dit chez nous, la Terre, assise au centre du monde, est environnée de tous côtés par la mer, qui la divise encore de l'Orient au couchant, en deux parties appelées hémisphères, et distribuées en 5 zones. La zone du milieu est dévorée par la chaleur, tandis que les deux zones qui sont situées, l'une à l'extrémité méridionale, l'autre à l'extrémité septentrionale, sont glacées par le froid. Les autres sont habitables et ont les mêmes saisons, mais dans des temps différents. Les antictones habitent l'une et nous l'autre. Celle-là nous étant inconnue, à cause de la plage brûlante qui nous en sépare, je ne puis parler que de la nôtre. Le monde que vous connaissez est entouré par l'océan. Il est plus étendu en longitude qu'en latitude. Tout à fait. Cette zone qui s'étend de l'Orient au couchant, et qui, par suite de cette direction, a dans sa longueur plus d'étendue que dans sa plus grande largeur, est de toutes parts environnée par l'océan dont elle reçoit 4 mers. Une au septentrion, 2 au midi, et la 4e au couchant. Les terres s'y répartissent entre les 3 continents connus. La zone entière est divisée en 3 parties par cette mer et 2 fleuves célèbres, le Tanaïs et le Nil. Toutes les terres qui s'étendent depuis le détroit jusqu'à ces fleuves forment d'un côté l'Afrique et de l'autre l'Europe. La première s'étend jusqu'au Nil, la seconde jusqu'au Tanaïs. Tout ce qui est au-delà s'appelle l'Asie. Je crois que c'est très clair. L'homme Est. Mais qui est-il? L'Antiquité romaine verra un peu plus tard l'éclosion d'un véritable écrivain naturaliste. En 16 volumes, il dresse une histoire naturelle. Je crois qu'on a entendu la réponse. Alors, je n'ai pas entendu la réponse. Alors, je ne suis pas celui qui arrive. Et c'est bien Pline l'Ancien. C'est Pline l'Ancien. Je ne suis pas Pline l'Ancien, je suis Pomponius Mela. C'était écrit en plus. Je suis un peu à l'étroit. Trop costaud. Allez, si Beneoales Benest ego Aleo Errare humanum est, sed perseguare diabolicum est. Igens in pugna literarum contraque vulgi circumfundi terrae mundique homines. J'arrive pas à dire.
Et personne ne me sauve, donc je me débrouille. Iterustit sententia, quam sui, indocili, probabilis turbae, ut si sit figura, pinae nunquis, nihilo mimus terra am terra, undique in coli. Oh, merci, très bien. Tu vas continuer en français. Pour m'identifier, ça ne va pas être bien difficile. Je me suis pris un volcan sur la figure. J'ai coulé avec la flotte qui était à côté. Je m'occupais des bateaux qui surveillaient une certaine port de Misène, un truc comme ça. Et puis celui qui m'a succédé, qui est plus jeune que moi d'ailleurs au passage, était proche de Trajan. Et moi en particulier, je me suis intéressé sur la forme de la Terre. Que ceux d'un côté de la Terre, quand les autres sont dessous, ils ont les pieds qui pourraient se coller entre eux pratiquement. Et je suis à l'origine de pas mal de tomes d'histoire, plus que naturelles. Bon, vous savez pas, je m'en vais. Je lis le passage entièrement, peut-être que ça va vous aider. Ça va certainement vous aider. D'accord, ici s'élève un grand débat entre la science et le vulgaire. La science prétend que les hommes sont répandus sur le pourtour de la Terre, qu'ils ont les pieds à l'opposite les uns des autres, c'est logique, que partout le ciel est également sur leur tête, et que partout le point de la Terre foulé par les pieds de ses habitants est le centre pour chacun. La traduction n'est pas bonne. Le vulgaire demande pourquoi les hommes placés à l'opposite ne tombent pas. Comme s'il n'était pas facile de répondre qu'eux aussi, ils ont le droit de s'étonner que nous ne tombions pas non plus. Je suis. Ah, je suis vexé. Non, en fait, la réponse a été donnée tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Moi, je suis un peu perdue. Ça a été dit, c'est pris. Cette fois-ci, c'est fini. Voilà, c'est Ah oui, c'est exactement. Le lien sur la tête, ça empêche de réfléchir. Bon. Un peu sérieux, on avance. Moyen âge. Ah, vous voilà, mon cher Léon. Nous avons tellement, mais tellement entendu parler de vous, et aussi de votre ami Sidoine Apollinaire. Est-ce bien la gueule de Guillaume? Les gars, de quoi parlons-nous? Je suis venu sur le bord de l'estuaire. J'ai vu une ville, Blé. Oui, Blé, voilà. Je viens du nord, excusez-moi. Je viens du nord, enfin du centre de la France. Et je suis arrivé dans cette ville et il y avait un bateau pour franchir ce bras de mer, là, ici, juste là, ici. Et puis tout le monde à Blé disait que c'était normal, il fallait prendre le bac. C'était normal, il faut prendre le bac à Blé. Quand vous allez à Blé, prenez le bac. Et à Blé, figurez-vous qu'il y a des bateaux et c'est fait pour aller de l'autre côté, dans un endroit où il y a beaucoup de chasseurs, on appelle ça Médoc, juste en face. Et j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai donc pris le bateau. Mais de l'endroit où je viens, on a un cours d'eau un peu plus petit et j'ai eu mal de mer. Et comme j'étais passé à la taverne juste avant, j'avais fait un excès de cervoise et j'ai tout vomi dans le bateau. Ils n'étaient pas très à l'aise. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont ramené en 4e vitesse à Blé. Et ben là, j'étais pas très fier parce qu'officiellement, je suis un historien très célèbre et je suis censé raconter l'histoire des rois francs. Et donc il a fallu que je raconte cette histoire-là et donc il a fallu que je l'améliore. Et j'ai pensé vous la soumettre ce soir et voilà ce que ça va donner. Ça sera beaucoup plus mieux. Comme ça, je parle pas bien français aussi, excusez-moi. Ben oui, effectivement. Figurez-vous, chercher le tombeau de Saint-Romain. Et son tombeau est contigu du château de Blaye, sur le bord de la Garonne. On dit la Garonne à l'époque et pas la Gironde. Fleuve sur lequel il sauve souvent par la présence de sa vertu ceux qui sont sur le point de périr, ce que j'ai failli faire dans le bateau, en faisant naufrage, et qui s'écrie du milieu du flot et du locantiride torride, non, liquide. Aie pitié de nous, Saint Romain, confesseur de Dieu, et bientôt, au milieu des flots,
Le torrent se calme, la tempête s'apaise, et je débarque enfin sur le rivage, objet de tous mes désirs. On ne peut pas non plus faire naufrage et périr tant qu'on obtient de pouvoir du milieu du fleuve, la Gironde toujours, contempler la basilique de Saint-Romain. C'est ce que nous avons éprouvé nous-mêmes. Ça, je vais le sortir comme ça sera mieux. Dans une circonstance fort périlleuse, une pluie très forte qui était tombée pendant un grand nombre de jours avait chassé la Garonne hors de ses rives, qu'elle inondait de torrents poussés d'eau par le vent, et les flots s'élevaient comme de fortes montagnes. Et sur l'estuaire, c'est normal, il peut y avoir comme ça du volume en eau, c'est pas rare. Et sur la prière qui lui en fut faite, le bienheureux confesseur obtint, nous le croyons, par le secours de sa puissance, de comprimer ce fracas et de rendre unie la surface du fleuve. Étant alors entrés dans notre navire, nous fûmes sans danger portés sur l'autre rive. Je vais le laisser comme ça en version définitive, au moins je ne passerai pas pour un abruti qui a vomi dans son bateau, en passant l'estuaire de la Gironde. Voilà. Mais qui suis-je? L'art au Moyen-Âge. Authentique, hein, authentique. Le personnage est bien passé à blé. Grégoire Louis. Et il est le premier à parler du bac de blé et surtout de la tombe de Romain. J'ai pas de succès, moi je crois que... Oui. Allez, je vais vous donner un petit indice. Ce type-là, il se dit de Tours. Grégoire. Bravo. L'art au Moyen-Âge s'intéresse aux causes des maladies. Vous, madame, par exemple, la santé c'est également une de vos préoccupations. Vous êtes née en 1098. Ça ne se voit pas. En Esserenane. Des lieux ou même recluses, vous chantez l'extase. Et vous écrivez les subtilités de la nature. Après que l'homme eut mangé la pomme et qu'il dut transpirer dans des travaux pénibles, son sang prit sa nature humaine et tous les animaux ont alors pris leur nature. Des ourceaux, des ours. Quand la femelle a conçu, elle est si impatiente de mettre bas que son impatience la fait avorter avant même que ses petits ne parviennent à maturité. Lorsqu'un homme encore jeune perd ses cheveux, il n'a qu'à mélanger de la graisse d'ours et un peu de cendre obtenue avec des grains de blé et de sel, qu'il s'en enduise toute la tête, puis qu'il reste longtemps sans se laver la tête. Les cheveux, fortifiés par cette pommade, ne tombent plus. Des unicornies, de la licorne. Elle se nourrit de plantes pures et quand elle marche, elle fait des espèces de sauts. Sous sa corne se trouve un morceau d'airain brillant comme du verre, si bien que l'homme peut y regarder sa face comme dans un miroir. Pulvérise le foie de la licorne, mélange-le à de la graisse tirée du jaune d'œuf et fait ainsi un onguent. Aucune plaie de lèpre, quelle que soit son espèce, si tu l'enduis souvent, ne résistera à la mort, n'atteindra pas celui qui en... et la mort n'atteindra pas celui qui en souffre. Qui suis-je? Hildegard von Bingen. Bravo. Vous, meine Herren, vous êtes plus un des dicts direct, n'est-ce pas? Alle Dinge sind Gift, nichts ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Avec ce magnifique accent germain, cet homme veut dire « Toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une dose n'est pas un poison. » Autrement dit, de façon plus condensée, c'est la dose qui fait le poison. Qui est-il?
Ahmed Baba, né Abou Abbas Ahmed Ibn Ahmed Al-Zakari Al-Masri. Je suis désolé, je vais le prononcer. Le 26 octobre 1556 à Tombouctou et décédé en 1627 était un savant et homme de lettres malien qui a résisté à la conquête marocaine du nord du Mali. Il est capturé et revenu prisonnier par le sultan Ahmed Al-Mansour. Le centre d'études des manuscrits du désert à Tombouctou porte son nom depuis sa création en 1970 par le gouvernement malien avec l'aide de l'UNESCO. Ô toi qui vas à Gao, fais un détour par Tombouctou, murmure mon nom à mes amis et porte-leur le salut parfumé de l'exilé. Et qui soupire après le sol où réside sa famille, ses amis, ses voisins. Tombouctou, ma chaleureuse et mystérieuse cité, ne dit-on pas d'ailleurs. Le sel vient du nord, l'or du sud, l'argent des blancs. Mais les paroles de Dieu, les choses savantes et les histoires et les contes jolis, quand on les trouve, qu'à Tombouctou. Voilà. Et à Tombouctou, j'ai trouvé des choses. Donc, moi je suis né en quelle année? En 1500. 1500, voilà. Et il y a des ouvrages extraordinaires qu'on peut trouver comme ça en grattant un peu le sable, dont celui-là. Et celui-là, il a été écrit par un grand savant. Donc c'est des ouvrages d'une rare qualité notamment. Donc ce savant, ses disciples appelaient Cheikh el-Raïs. Cheikh el-Raïs, ce qui veut dire le prince des savants. Le plus grand médecin, le plus grand des médecins en tous les cas, le maître par excellence. Je vous le présente. C'est son œuvre, il a écrit ça tout seul. Signerez après. Oui, voilà, j'ai fait ça. Avant tout, je m'intéresse aux moyens de conserver la santé. Je recommande donc la pratique régulière du sport, de l'hydrothérapie, balnéothérapie, thermalisme, thalassothérapie, en médecine préventive et curative. J'insiste sur l'importance des relations humaines dans la conservation d'une bonne santé mentale et somatique. Car la médecine est l'art de conserver la santé et éventuellement de guérir la maladie survenue dans le corps. Qui est-ce? Qui suis-je? Non, c'est pas un malien, c'est un persan. Bravo! Encore? Avicenne. Et sur ce, Avicenne de Seine. Cet homme, c'est moi, l'inspire des travaux d'un astrologue et mathématicien arabe Ibn Abdul-Fati de l'école de Maraga, Perse, l'Iran actuel. Sauf qu'il substitue le Soleil à la Terre comme centre du système. Il ne fait que reprendre et démontrer une hypothèse ancienne abandonnée, celle évoquée par Hypatie. Il ne publiera son œuvre majeure que le jour de sa mort par crainte des réactions. Il sera condamné à vie posthume par l'Église. Qui est-il? Je suis un homme, je répète. Vous pouvez parler plus fort, monsieur? Moi, c'est Léonard de Vinci. Léo, si vous préférez. C'est un diminutif de génie, comme Léo Messi. En fait, je parle doucement, parce que c'est un peu dangereux de dire à nouveau tout doucement. Nicolas avait raison. L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel, et non comment va le ciel. Après un épique procès, Je vous dis cette phrase en italien. a dû se rétracter. Je suis le fils de feu Vincenzio de Florence, âgé de 70 ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé, devant les très éminents et révérés cardinaux et inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté.
ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, je jure que j'ai toujours tenu pour vrai, avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et que j'ai été condamné de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants. C'est ce pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie. Les poules, c'est mauvais. Et pourtant, elle tourne. Là, c'est champagne pour tout le monde. C'était qui alors? Nicolas avait raison. Tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse. Et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont leur place dans la philosophie expérimentale. Vous dites philosophie? Oui. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, philosophie et science ont la même signification. Quelles sont vos spécialités, monsieur? La transformation des corps en lumière et de la lumière en corps est très conforme au cours de la nature, qui semble se complaire de transmutation. La meilleure eau est attirée par le pouvoir de notre soufre qui gît, caché dans l'antimoine. Car l'antimoine était dénommé Aries, bélier, par les anciens. Parce que Aries est le premier signe du zodiaque dans lequel le soleil commence à être exalté, et que l'or est surtout exalté dans l'antimoine. Suivez. L'air engendre le chalybe ou aimant, et cela fait apparaître l'air. Ainsi, le père de celui-ci est le soleil, l'or, et la mère, la lune, l'argent. C'est ce que porte le vent dans son ventre. Plus tard, il pense avoir découvert le mercure philosophique et il donne la modalité précise de l'opération. Il fonde l'hypothèse 3 de l'alchimie. Tout corps peut être transformé en n'importe quel autre corps et prendre successivement tous les degrés de qualité. Et pourtant, il est plus connu pour sa science plus rationnelle, notamment les 3 lois universelles du mouvement ou mécanique classique, et surtout la loi universelle de la gravitation.
Il est où du fond? C'est toi qui commence. Lui, c'est un homme froid qui vient du froid. Et je commencerai par vous parler de la chaleur. Assainir, défricher et peupler un pays, c'est lui rendre de la chaleur pour plusieurs milliers d'années. Paris serait aussi froid que Québec si la France était aussi dépourvue d'hommes, aussi couverte de bois, aussi baignée par les eaux que le sont les terres voisines du Canada. On dit de vous que vous avez la passion de donner un nom à chaque chose. Deus creavit, lineus disposit. Dieu a créé, l'inné a organisé. Nomina si inesquis sperit et cognito rerum. Si tu ignores le nom des choses, même leur connaissance disparaît. Nous sommes donc ici à l'Aquaforum à Gécorop, qui, dans le cadre de l'évolution, cédera bientôt sa place à l'Aquaforum Pacifique. Taisez-vous! Il n'y a pas d'évolution. Comme toute chose, l'Algeco a été créé par Dieu à la Genèse, et il restera Algeco jusqu'à la fin des temps. Ceux qui vous en parleront sont des troubadours, apôtres de votre bouffon. La nature est contemporaine de la matière, de l'espace et du temps. Son histoire est celle de toutes les substances, de tous les lieux, de tous les âges. Et quoi qu'il paraisse à la première vue que ces grands ouvrages de s'alternent ou ne changent, et que dans ces productions, même les plus fragiles et les plus passagères, elles se montrent toujours et constamment la même, cependant, en l'observant de près, on s'apercevra que son cours n'est pas absolument uniforme. On reconnaîtra qu'elle admet des variations sensibles, qu'elle reçoit des altérations successives, qu'elle se prête même à des combinaisons nouvelles, à des mutations de matière et de forme. Nous pouvons douter qu'elle soit aujourd'hui très différente de ce qu'elle était au commencement. La Terre n'est pas entièrement découverte. On peut commencer à comparer la nature avec elle-même et remonter de son état actuel et connu, à quelques époques, d'un état plus ancien. Il s'agit de percer la nuit des temps, de reconnaître par l'inspection des choses actuelles l'ancienne existence des choses anéanties, et de remonter par la seule force des faits subsistants à la vérité historique des faits ensevelis. L'état dans lequel nous voyons la nature est autant notre ouvrage que le sien. Nous avons su la tempérer, la modifier, la plier à nos besoins, à nos désirs. Qui est-il là? Et lui? Remettra en question 3 d'entre eux et détruira la phlogistique, un des termes majeurs en alchimie. Je suis très déçu parce que ce soir était censé m'accompagner. Ta femme est partie. Ma femme est partie. Il faut une femme. L'eau n'est point un élément. Elle est au contraire composée de 2 principes très distincts. La base de l'air vital et celle du gaz hydrogène. Ces 2 principes qui rentrent dans le rapport de 85 à 15. On voit que pour arriver à la solution des questions d'énergie et de matière, il fallait d'abord bien connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter et les produits de la fermentation, car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes sont les mêmes, qu'il n'y a que des changements, des modifications. Si je résume, rien ne se crée, rien ne se perd. C'est pas mal. Ça y est, vous connaissez mieux le texte.
Il fut dit à son procès que la République n'avait pas besoin de savants. C'est du moins ce qui fut rapporté. Il fut dit aussi. Qui était-il? Lavoisier. Monsieur le Français, vous avez inventé ou plutôt délimité une discipline. Oui, c'est moi le français, lui. Déjà. Oui, tout à fait. Tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux, comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception, doivent constituer l'unique et vaste objet d'une science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a même pas de nom et à laquelle je donnerai le nom de biologie. Là, effectivement, parce que la fonction fait l'organe. Relativement aux habitudes, il est curieux d'en observer le produit dans la forme particulière et la taille de la girafe. On sait que cet animal, le plus grand des mammifères, habite l'intérieur de l'Afrique et qu'il vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et sans herbage, l'oblige à brouter le feuillage des arbres et de s'efforcer donc continuellement d'y atteindre. Il est résulté de cette habitude soutenue depuis longtemps que dans tous les individus de sa race, que ses jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière et que son col s'est tellement allongé que la girafe, sans se dresser sur ses jambes de derrière, élève sa tête et atteint à 6 mètres de hauteur, près de 20 pieds, imaginez, 20 pieds. Et pour la langue, quelle est votre explication? Alors pour la langue, c'est vrai qu'il a... Je vous laisse interpréter. Mais je résume, et ce sera ma loi numéro 4. Tout ce qui a été acquis ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est transmis à leurs descendants. I am going more loin. J'irai plus loin, excusez-moi. As many more individuals of each species are born. Excusez-moi. Je vous parle en français, en bon français, parce que vous ne comprenez rien en anglais. C'est une langue civilisée. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce et qu'il ne peut en survivre, et que par conséquent, il se produit souvent une struggle for life, il s'ensuit que tout être, s'il varie, même légèrement, d'une manière qui lui profite. Ce sont des conditions complexes. C'est très difficile de respirer. En plus, ça chatouille un petit peu. Et que la vie aura une meilleure chance de survivre, et ainsi retrouvera choisi d'une façon naturelle. En raison du principe dominant de l'hérédité, toute variété ainsi choisie aura tendance à se multiplier sur a new form and modify. There is a grandeur in this view of life. With its several power blah blah blah. Des formes sans cesse plus belles et plus admirables ont été élaborées et continueront à l'être. En parlant de belles choses, vous avez eu un intérêt tout particulier pour les orchidées. Yes, it is. The small flowers are beautiful. The nature, especially in winter, is wonderful. I like the ballad proposed by the House of Natural Patrimoine of the Crayonists. These Persian snows are the most habitated species of the natural selection. Thank you, Mr. Darwin. You are a great man. Thank you.
Le temps de piquer la barbe à Darwin. Oui. Et vous parlez tout de même de Burdigala? Ah oui. Oui, oui. Oui, je m'appelle... bon, je donne mon nom. Eric. Non, Strabon. Aujourd'hui, c'est Strabon et je suis géographe. Oui. Et la Garonne grossit de 3 affluents à son embouchure dans le pays des Bituriges vivis et celui des Santons, peuple de Gaulois tous les deux. De fait, ces Bituriges-là sont la seule population halogène installée sur le territoire des agriculteurs. Vous n'avez pas tout mangé en fait. Ne leur paie pas d'impôts, ils ont pour place de commerce Bordigala, situé sur une sorte de lac marin qui forme le fleuve à son embouchure. Vous êtes un vrai burdigalien et vous aimez votre ville? Non, pas moi. C'est vous qui aimez votre ville et vous êtes un vrai burdigalien quand même. Ah ben non, mon grand-père il est d'Autun en Bourgogne et l'autre il est de Bazas. Je ne sais pas tout fait ça, mais j'aime bien ma ville quand même et j'avais ma maison particulière, en fait, maison de luxe à côté de Saint-Srin. Mais en dehors des remparts. Description donc des remparts de la ville de Bordeaux. Ces murailles dessinent un carré et dressent des tours si hautes que de leur fait, elles pénètrent pratiquement les nuages. À l'intérieur, on admire les rues qui quadrillent la ville. Sur 15 hectares, ça ne fait pas énorme. L'ordonnance des maisons, la largeur des places, ça j'y crois pas trop, qui méritent leur nom. Puis les portes qui répondent en droite ligne au carrefour et au milieu de la ville. Le lit d'un fleuve alimenté par une fontaine. Quand le père océan l'emplit de reflux bouillonnants, oui merci, ça. On voit s'avancer la mer tout entière avec ses flottes. Voilà. Vous aussi, monsieur Élie Finet, vous êtes un vrai Bordelais occitan et vous notez déjà la grandeur de notre flotte? Oui, puis j'ai beaucoup à dire en plus. Bordeaux est assise sur le bord de la rivière Garonne. Rien ne peut manquer à qui a la mer et rivière à commandement. Je dirais plus encore sur notre fleuve. Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France. C'est le fleuve qui l'a créé plutôt que les hommes. Il a été la raison d'être de son existence avant de devenir l'arbitre de sa destinée. On pouvait construire cette ville sur la rive droite, les coteaux ils sont trop loin et la pente en est trop raide. Mais la rive gauche invitait les hommes à s'y établir. Elle leur offrait un port intérieur, encore plus abrité que celui de la Garonne. C'était l'estuaire du ruisseau de la Devèze. La nature avait donc groupé ici tout ce qui pouvait créer une ville et en faire un marché de premier ordre. La cité de commerce avait son fleuve, et par lui ses routes et son port. La ville avait ses collines pour se retrancher, ses sources pour vivre, ses déesses à adorer. L'histoire est un métier de vaillance et de dignité. L'histoire enseigne d'abord la reconnaissance. L'histoire ensuite enseigne la justice. L'histoire enseigne enfin la loyauté. L'histoire est un apprentissage de devoir. Qui est-il? En 1883, il obtint son doctorat avec une thèse sur les transformations politiques dans l'Italie impériale romaine. Il est nommé professeur à l'université de Bordeaux. Il écrivit plusieurs monographies sur la ville et la région. Petit, timide, il avait la voix faible et les yeux très myopes. Mais il savait captiver ses auditoires. C'est par hasard des affectations que ce Marseillais vint à Bordeaux. Mais il se prit d'affection pour cette ville. Il y fit une grande part de sa carrière et devint le plus grand historien de Bordeaux. Il est enterré sur le mont Julaïque, dans le cimetière protestant. La publication en 1895 de l'histoire de Bordeaux est le premier grand ouvrage scientifique et synthétique sur la ville. Une place lui rend hommage au cœur du Bordeaux. Camille Julien. Oui, Camille Julien. Non, non, j'ai pas vu le papier.
la géologie, certaines branches de la chimie appliquée, explosifs, pétrole, carburant, et d'autres disciplines proches de la chimie et de la physique. Un expert de l'industrie chimique et de la chimie en général, et un penseur original dans le domaine économique. En 1882, j'ai écrit une lettre au tsar Alexandre III pour lui dire que le pétrole est trop précieux pour être brûlé. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent. Il faut l'utiliser comme matière première de la synthèse chimique. Inventeur du fameux tableau des éléments, il formula néanmoins une hypothèse fausse en supposant l'existence de deux éléments chimiques inertes plus légers que l'hydrogène. Suivant. Et vous, êtes-vous convaincu que tout est relatif? Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. Asseyez-vous 1 heure près d'une jolie fille. Cela passe comme 1 minute. Asseyez-vous 1 minute sur un poil et cela passe comme 1 heure. C'est cela la relativité. Si évident. Mais un grand nombre de ces notions évidentes se sont imposées au départ comme des conclusions paradoxales au terme de longues luttes visant à penser et à voir autrement. Toutes les innovations scientifiques doivent donc nécessairement combiner de nouvelles manières de penser avec des meilleures façons de voir. Cet homme qui insiste tant sur le contexte culturel est un héritier de Darwin. Monsieur est décédé en 2002. Il est un des grands médiateurs culturels des sciences. Vous avez écrit notamment, comme les 8 doigts de la main, lutter contre les créationnistes et élaborer la théorie des équilibres ponctués. Stephen Jay Gould, oui. Vous avez Gould? Bien plus tôt dans le siècle, un Allemand, climatologue, a jeté un pavé dans le jardin des géologues, un gros caillou. Les géologues auraient pu apprécier. Ah, mais ce ne fut pas du tout le cas pour la plupart. Comment les continents dérivent? Il manquait plus que ça. La première idée des translations continentales me vint à l'esprit en 1910. Considérant la carte du globe, je fus subitement frappé de la concordance des côtes de l'Atlantique. Je ne m'y arrêtais point tout d'abord, parce que j'estimais de pareilles translations invraisemblables. En automne 1911, j'eus connaissance de conclusions paléontologiques admettant l'existence d'une liaison ancienne entre le Brésil et l'Afrique. Tout se passe comme si nous devions rassembler les morceaux déchirés d'un journal sur la seule base de leur contour, pour vérifier ensuite seulement que les lignes imprimées se raccordent correctement. Si tel est bien le cas, il ne reste plus qu'à conclure que les morceaux étaient en effet disposés ainsi. Du moment que les translations continentales se sont produites au cours des longues périodes géologiques, il est probable qu'elles durent encore.
Il s'agit seulement de savoir si ces mouvements sont assez rapides pour qu'on puisse les déceler à l'aide de mesures astronomiques répétées dans un intervalle de temps relativement court. Et vous, Cheikh Anta Diop, vous êtes un historien africain très respecté sur votre continent. L'université de Dakar porte votre nom. Vous avez bousculé les interprétations de l'archéologie africaine occidentale, française en particulier. Vous avez réalisé une thèse sous la direction de Marcel Pujol. Vous l'avez publiée sous le titre Nation nègre et culture. Encore aujourd'hui une référence. Vous avez mis 2 ans pour réunir votre jury de thèse, tellement vos travaux dérangeaient. En ces temps, colonie des années 1950. Oui, effectivement, c'est aussi le drapeau éthiopien. Il peut se porter comme ça en robe légère. C'est une nouvelle tendance qui est automne, enfin plutôt été printemps. C'est le drapeau éthiopien parce que c'est la seule nation africaine à n'avoir jamais été colonisée. Et donc les couleurs ont été reprises, à part le bleu, par les autres pays lors de leurs indépendances. Donc je suis noir, hein, vous avez remarqué, je suis noir. Et je m'appelle effectivement Cheikh Anta Diop. Alors supposons donc, voilà, cet ouvrage dont la narratrice a parlé. Supposons avec l'égyptologie moderne que les Égyptiens aient été de race blanche. Ils ont eu des comportements grecs et romains, on en a vu quelques-uns, qui les ont côtoyés. Ceux-ci avaient l'esprit scientifique et philosophique autant que les occidentaux modernes. L'ensemble de ces témoignages a paru si juste après vérification qu'en rédigeant l'histoire de l'Antiquité, on a fait, ou presque, que recopier, en tous les cas s'inspirer d'Hérodote, Diodore, Strabon, on l'a vu, Pline, on l'a vu, Tacite et d'autres. Or, ces auteurs dans les écrits se sont révélés d'une grande exactitude, surprenante à propos d'événements et de questions parfois très délicates et très complexes, nous ont unanimement renseignés. Tous nous apprennent que les Égyptiens étaient des nègres, comme les Éthiopiens et les autres Africains, que l'Égypte a civilisé le monde. Si l'idée des modernes, selon laquelle les nègres ont toujours vécu sous la domination des Blancs et n'ont joué un rôle dans l'histoire, et n'ont jamais joué un rôle dans l'histoire, est fondée, elle aurait dû être plus vraie encore dans l'Antiquité. Certains s'écartent sciemment du sens de l'original et livrent au public des traductions où on tente d'atténuer le sens des mots en remplaçant noir par brun ou d'autres termes de ce type-là. Les faits étaient trop rebelles, il fallait les contraindre à se ranger dans le cadre des idées a priori. Hérodote, à plusieurs reprises, Hérodote n'était pas invité ce soir-là, mais bon, il viendra peut-être la prochaine fois, il insiste sur le caractère nègre des Égyptiens, il s'en sert même pour faire des démonstrations indirectes pour prouver que les crues du Nil ne peuvent pas être dues à une fonte des neiges. Il donnera, entre autres raisons qu'il croyait valables, relatives au pays de l'Égypte. La troisième, donc, raison, vient de ce que la chaleur y rend les hommes noirs. Voici une femme moderne et courageuse, aventurière, écrivaine, océanographe. Océanographe, j'aurais plutôt envie de dire océaniste. La science de la mer pourrait, sous les formes constamment élargies et multipliées de ces disciplines différentes, demeurer l'océanologie. Tandis que les hommes qui évoluent matériellement et cérébralement à travers ces rameaux seraient des océanistes. Bref, vous aimez l'océan, qui vous paraît malmené. L'océan, un récipient voilé ou chauffé de soleil, fouetté de pluie ou de vent, dans lequel le plus adroit ou le mieux équipé va enfoncer toutes les formes d'appareils de capture par raclage et filtrage ou encerclement et ramassera en aveugle les tonnes de bêtes, matures ou immatures, parmi lesquelles il fera triage, conservera celles de son choix et rejettera les autres, sans motif que puisse justifier la raison, simplement parce que c'est la mode et que le pays est comblé. Ainsi, pour répondre à des modes gastronomiques, on met en service l'outillage d'excellents bateaux, manœuvrés par des hommes choisis parmi les meilleurs, commandés par des individus exceptionnels. Et quand cet ensemble de moyens mécaniques et humains a tiré de l'eau un grand volume de bêtes, qui sont toutes des valeurs nourricières, sans défaut, est-il imaginable qu'on en rejette une partie dans l'eau d'où elles sortent, sous le prétexte qu'elles ne seront pas vendues assez chères, parce qu'elles ne sont pas assez rares? Qui suis-je?
Merci. Je vous laisse présenter la dernière scène, Madame Cathy. L'homme qui suit et clôture cette galerie de portraits est le surprenant créateur de l'Institut d'Afrique noire et glacial humoriste autant que chaleureux et généreux camarade. J'arrive de l'univers immense. J'y suis arrivé là-bas il y a une dizaine d'années. Et je suis allé là-bas pour continuer mes recherches sur les météorites, qui a été une de mes passions sur la Terre. Et pendant ces recherches, j'ai rencontré deux personnes. La première, il y a quelques années, Denis Michel, qui m'a parlé de l'association Océan. Et il y a quelque temps, Philippe Fessard. Je me suis dit alors, pourquoi je n'irais pas, pour la 400e, voir un peu ce que c'est cette association. Quand je suis arrivé sur Terre, j'ai demandé où est-ce que je peux voir l'association Océan. Ils m'ont dit, mais l'association Océan, ça n'existe plus. Ah, non, c'est Terre et Océan maintenant. Et quel programme! Et de plus, j'ai entendu dire que vous alliez avoir un local extraordinaire et que, je l'espère, il sera prêt assez vite. Et mon passage sur Terre m'a inspiré quelques réflexions sur la beauté de la Terre et surtout du désert, qui a été une de mes passions. Le désert, il est beau, il ne ment pas, il est propre. Parler du désert, ne serait-ce pas d'abord se taire comme lui et lui rendre hommage, non de nos vains bavardages, mais de notre silence. Et la dernière, que je vous donne à réfléchir, la nature, elle n'est ni morale ni immorale. Elle est glorieusement, radieusement amorale. Qu'est-ce que nous en faisons? Maintenant, je vais repartir dans cet univers immense où il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais avant, je tiens à remercier l'équipe des salariés, des bénévoles qui font un travail extraordinaire. Et vous remercier, vous tous, de les soutenir le mieux que vous pourrez. Et puis, je peux vous dire qu'il faut que vous soyez optimistes pour l'avenir. Et pour cela, il faut que vous participiez à cet avenir. Ne laissez pas les autres le faire à votre place. Au revoir, et si je peux, je reviendrai pour la 8e.